Du coup, on démarre le live d'aujourd'hui à propos de l'allaitement avec Charlotte Yonge, consultante en lactation IVCLC. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous, Charlotte, pour discuter de l'allaitement. Parce que sur Parency, on reçoit très fréquemment des questions à propos de l'allaitement, comment commencer l'allaitement, quand donc, arrêter l'allaitement, commencer le sevrage du coup. Donc, plein de questions à propos du process de l'allaitement dès le début jusqu'à la fin. Et l'allaitement, c'est vraiment un sujet qui est très important parce que c'est un sujet qui, qui est vraiment important pour la relation entre maman et bébé. Donc, on est ravis de discuter de ça aujourd'hui avec toi, Charlotte. Si on va commencer donc juste pour introduire le métier de la consultante en lactation. Donc, une consultante en lactation IVCLC est la référente en tout ce qui concerne l'allaitement. Je veux juste commencer, Charlotte, par te poser la question suivante. Quels sont les avantages de consulter une consultante en lactation? Donc, commençons par ça, parce que parfois la maman est un peu perdue, elle ne sait pas avec qui parler à propos de son allaitement, tout ça. Donc, quels sont les avantages de consulter une consultante en lactation? Merci pour la question, c'est une très bonne question. J'essaie juste de sortir mon papier parce que, voilà, mon ordinateur ne marche pas. Ça y est. Voilà, depuis j'ai téléchargé Dropbox et depuis que j'ai téléchargé Dropbox, il n'y a plus rien qui marche. J'ai des fichiers qui collent à mon curseur et je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est une horreur. Bon, ok, donc merci. Donc, parce qu'il y a une phrase clé. Donc, alors, il faut dire que le certificat, donc français, le certificat IBCLC est totalement différent d'un certificat médical. En fait, médical s'occupe de médecine. Donc, c'est pas du tout ça. C'est l'allaitement pur et dur. Mais l'allaitement, il y a tellement d'aspects de l'allaitement que ça couvre beaucoup de sujets. Donc, c'est le certificat la plus haute qualification reconnue dans le monde en allaitement parce qu'on peut être coach allaitement, conseilleuse allaitement, facilitatrice d'allaitement. Il y a plein de trucs allaitement qu'on peut faire, mais c'est le seul qui a ce diplôme qui est une formation et un certificat qui est aussi complet et aussi rigoureux. Voilà. Donc, oui. Donc, les médecins dans les 7 ans d'études, au moins en France, et c'est dans beaucoup d'autres pays aussi, il n'y a pas les sujets d'allaitement obligatoires, sauf en France, on me dit qu'il y a 1 heure et qui est souvent sur les pathologies de sevrage. Voilà. Et je pense que par ça, il veut dire pathologie de sevrage brutal, parce qu'un vrai sevrage, il n'y a pas de pathologie. Si c'est un vrai sevrage, ça prend, il n'y a pas de pathologie. Bref. Et les sages-femmes ont 20 heures proposées dans leur formation. Et voilà. En fait, dans les années 80, la France, avec beaucoup d'autres pays dans le monde, quasiment tous les pays du monde, sauf les États-Unis, ont signé des accords pour contrôler le marketing des substituts de lait maternel, juste pour contrôler le marketing, parce que enfin, à l'époque, le marketing pour les substituts de lait maternel, donc de formule infantile, était débridé. Et c'était malheureusement à cause de génocide dans des pays pauvres où il faut 1 mois de salaire pour acheter une boîte de lait. Donc, l'OMS a tiré les sonnettes d'alarme. Ils ont dit, OK, il faut qu'on ait un code de contrôle de marketing. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça, ça et ça? Oui, tous les pays sont d'accord et on a signé. Et dans ces accords, il y avait un agrément pour former tous les professionnels de santé qui sont censés accompagner les jeunes mères à la naissance. Mais il n'y a quasiment rien qui a été respecté. Voilà, quasiment rien. Donc aujourd'hui, on peut passer devant une pharmacie ou n'importe où et voir promotion au lait artificiel. Et puis ils disent, ah non, mais c'est 2e âge. Mais le code ne prévoit pas une exception pour 2e, 3e âge. On ne peut pas faire promotion de substituts de lait maternel, ni des biberons ou tétines. Voilà, ça couvre aussi biberons ou tétines. Voilà. Donc, il
cet diplôme a été créé pour répondre à ce besoin de créer un diplôme qui est dans le cadre du Code international, mais aussi pour répondre aux besoins croissants des consommateurs, les mamans. Parce que les mamans peuvent, et d'ailleurs, j'entends ça tous les jours aussi, tout le monde se plaint des conseils conflictuels et des couples, des mamans, des parents, ils disent oui, on peut avoir des conseils qui disent absolument l'inverse ou 3 versions différentes dans la journée. Donc, chacun est sûr de ça, de soi. Le truc, c'est que, comme la science, les informations en allaitement maternel évoluent aussi. Donc, au départ, on disait toutes les 2 à 3 heures, ou on beaucoup dit toutes les 2 à 3 heures. Et ça, c'est vrai pour un allaitement qui est déjà bien entamé. Mais pour la mise en route de l'allaitement, c'est un conseil. C'est un conseil, c'est pas une règle. On ne peut pas coller un protocole à l'allaitement. C'est un art. C'est pas une discipline, c'est un art. Voilà. Donc, si on veut démarrer un allaitement, il faut reconnaître déjà que le démarrage de l'allaitement est différent d'un allaitement à 2-3 mois. Donc, il faut vraiment s'adapter à la réalité, la situation. Et donc, Charlotte, excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'on a reçu un commentaire très, très gentil. Ils te disent « Génial cette mise en avant du code. Merci Charlotte. » C'est le compte Balance ton code allaitement. C'est parce que sur Parency, on est vraiment des supporters des consultantes en lactation IBCLC, bien sûr. Et on est vraiment là pour mettre en avant, bien sûr, tout ce qui est en relation avec votre formation qui est assez rigoureuse, comme tu as déjà mentionné. Et c'est pour cela que vous êtes la référente de la maman en tout ce qui concerne l'allaitement. Et c'est ce qu'on met en avant chez Parency. Donc, on te remercie de notre part aussi, Charlotte. Je veux juste rappeler notre audience qu'on peut recevoir toutes les questions concernant l'allaitement maintenant en live. Et on a déjà reçu une question. Mais avant de commencer, à propos du sevrage, parce que on a reçu une question de Mathilde à propos du sevrage. Je vais juste poser quelques questions qu'on a déjà reçues en amont. À propos des questions en amont. Exactement. Exactement. Charlotte, tu es en train de recevoir plein de beaux commentaires. Charlotte, la meilleure. Merci. À propos de comment commencer l'allaitement. Parce que ça, c'est une très, très importante étape de l'aventure de l'allaitement. Donc, si tu peux nous raconter aussi de ton expérience, comment commencer l'allaitement. OK. Alors, juste pour vous dire que je voulais juste dire que j'ai noté des trucs là. Dans notre formation, on doit couvrir les sujets comme la physiologie humaine, l'endocrinologie, biochimie, nutrition, immunologie et maladies infectieuses, des pathologies communes, la pharmacologie, sociologie et anthropologie. Voilà. Donc, il y a tous ces trucs qui sont inclus. Donc, quand vous aviez une maman de X pays ou X culture et une autre maman de notre culture, des choses sont, il faut arranger ce qu'on dit. Voilà. OK, donc on va commencer avec les bases. Alors, l'allaitement, méfiance parce que, il faut que je cite aussi les conflits. Voilà, déjà. La réponse au pourquoi on reçoit les conseils conflictuels, 3 conseils conflictuels dans la journée, c'est parce qu'il existe des recommandations de l'OMS qui sont basées sur les décennies des études. Un nouveau truc s'est monté, une société européenne qui s'appelle ESPGHAN, donc c'est European Society for Gastroenterology, Hepatitis and Nutrition. Voilà. Et donc, c'est un truc qui travaille avec Danone, Nestlé et tout ça. Okay? Et ESPGHAN, comme ils travaillent avec des collaborateurs, on va dire, ils ont un grand intérêt dans l'industrie agroalimentaire. Et ils ont fait une étude qui contredise les études concernant l'alimentation infantile faites par l'OMS. Voilà. Donc, selon votre formation, si la Société française de pédiatrie, par exemple,
ils reçoivent les recommandations de Lesbigan. Donc, eux, ils vont dire diversification à 4 mois, purée de fruits et légumes. Et puis, celles qui sont pas à jour dans les recommandations, ils vont dire il faut décaler X aliments pour X âge et tout ça. Tout ça, c'est ancien. Quand on est IBCLC, on est censé évidemment être aligné avec les recommandations de l'OMS. Voilà. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles il y a les conflits, que les mamans perçoivent les conflits dans les conseils. Voilà, déjà. OK, pour commencer l'allaitement. Alors, la glande mammaire est quelque chose que tout le monde possède, hommes et femmes, et à l'adolescence, ça se sépare, les femmes se développent et les hommes pas. Si vraiment il y avait Armageddon sur la planète, les hommes pourraient commencer à allaiter. Voilà, il faut le savoir. Bien que ce n'est pas du tout développé, mais il existe une tribu, une sorte de tribu en Indonésie, par exemple, où c'est le rôle du père d'endormir les enfants. Et comme ils mettent au sein ces bébés qui pleurent, il y a un peu de lait qui vient. Voilà, donc on a un peu commencé un écoulement de lait même chez les hommes. Donc, pour revenir à le démarrage, cette glande mammaire a besoin d'être démarrée. Et au départ, c'est comme le moteur en hiver, il faut faire vroom vroom. Vous savez, c'est froid. Donc, quand on démarre, si vous commencez avec toutes les 2 ou 3 heures, si le bébé est bien mobile, ça va peut-être marcher. Si le bébé a des restrictions dans les cervicales, mâchoire, langue, bassin ou X choses qui peuvent venir d'une position intra-utérine, qui peut venir d'un événement pendant l'accouchement, qui peut venir d'un accouchement particulièrement long ou particulièrement rapide, bouchon de champagne, il y a plein de raisons pour lesquelles les bébés sont nés avec certaines restrictions qui empêchent une mobilité linguale et mâchoire. Et donc, si le bébé s'endort, il tète un premier coup et puis il va s'endormir. Si les seins ne commencent pas déjà à faire écouler le colostrum, tout va être ralenti. Donc, il y a les techniques Dr. Jane Morton, que je suis depuis longtemps, et c'est un grand succès, cette technique pour démarrer ou récupérer l'allaitement. Alors déjà, il faut dire la position BN, ça c'est le meilleur accueil pour nouveau-né. Alors BN, Biological Nurturing, c'est la mère, elle sera semi-inclinée de toutes les façons. En France, je pense que toutes les femmes accouchent en semi-inclinée. Peut-être qu'il y en a qui accouchent à l'anglaise sur le côté ou accroupies, peut-être, je ne sais pas. Mais en général, je pense qu'elles accouchent en semi-inclinée. On donne le bébé à maman et le concept de BN, c'est de laisser la maman et le bébé trouver la prise de sein qui convienne à eux. Et de ne pas avoir quelqu'un qui dise « Oh non, on fait comme ça, tac, tac, on met ensemble le truc. » Tout le monde fiche. Donc, le concept, c'est de le laisser trouver. Le bébé, il est né avec des capacités extraordinaires. Donc, il va trouver le sein s'il n'est pas trop sonné, s'il n'a pas trop de restrictions. Il va trouver le sein, il va tâter dans la meilleure manière qui lui convient. Très bien, super. BN pour démarrer. Le truc, c'est qu'après que le bébé s'endort, si la mère attend toutes les 2 ou 3 heures pour faire écouler le colostrum, le temps que le bébé se réveille, il a faim. Et donc, parce que dans le ventre, il est nourri 24/24, goutte par goutte, par goutte, par goutte, par goutte. Et puis, quand il arrive sur Terre, on dit « Ah, super, maintenant, tu vas téter toutes les 2 à 3 heures. » Et quand il ne reçoit pas, parce que le colostrum, ça sort goutte par goutte par goutte, donc quand il ne tète pas ces petites gouttes très, très fréquemment, alors il a faim. Et quand enfin il se réveille et il a besoin de téter, il va dire « Ah, j'ai besoin de téter », il cramponne sur le sein, et s'il a des restrictions langue ou mâchoire, il va s'endormir par l'effort. Et nous, on dit, super cool, bébé qui dort beaucoup, génial. Le truc, c'est qu'il a besoin de prendre du poids. Et un bébé qui ne prend pas de poids ne prendra pas plus de poids parce qu'il va dormir plus qu'il tète. Et nous, on peut aider. Les mamans peuvent aider. Donc, dans les techniques de Dr. Jane Morton, que je suis depuis un moment, ce qu'on fait, c'est une technique qui s'appelle compression manuelle. Et ça, c'est censé être fait toutes les heures. Sur le site web de la Leche League, si vous faites une recherche, tirer son lait à la main ou au tire-lait, vous allez voir 3 vidéos qui font démonstration. Moi, j'utilise la vidéo tout en bas parce qu'il y a une superbe illustration que je ne peux pas vous montrer. Ce n'est pas comme Zoom, je ne peux pas vous montrer. Donc, je vais essayer de me débrouiller un petit peu manuellement. Donc, c'est pour sortir. J'ai plein de vidéos de démonstration parce qu'en prénatal, on enseigne ça. La mère sait déjà comment faire en prénatal et elle sort de ses consultations avec moi, déjà en sachant comment faire écouler son colostrum. Et si ça coule bien,
elle sort déjà avec un fond de seringue de son colostrum, son propre colostrum. C'est très beau. Et je fais même ça à distance. Donc, on essaie de pencher le téléphone un peu plus en avant. On va voir si ça marche. OK. Bon, imaginons que j'ai un sein là. OK. Ergonomiquement, c'est pas bon. Hein? Mais imaginons que j'ai le sein là. La technique, c'est de le compresser contre la poitrine pour qu'on ait une bonne main, plein de glandes mammaires. Et puis, donc, on est censé être deux doigts au-dessus de mamelon, 2 doigts en dessous de mamelon. Donc, on a la main pleine de sang, on écrase, on compresse contre la cage thoracique, on serre comme une éponge, et puis, je vais essayer de vous montrer, on avance la pression comme ça pour que le lait avance en dessous, mais toujours en compression, contre la cage thoracique. Donc, compresser et rouler un peu, avance, voilà, il avance pas. Et on roule devant, voilà, comme ça, pour qu'on sent le lait ou le colostrum en dessous qui roule devant. Donc, il faut à peu près 4 compressions pour faire avancer le colostrum. Et dans l'illustration qu'on voit sur la vidéo, la dernière vidéo tout en bas de la Leche League, on voit la forme de la glande mammaire qui est un peu comme une fleur à l'envers. Donc, ça serait le tige, si vous voulez, et toutes les pétales, ils s'étalent et deviennent de plus en plus nombreux, plus proches ils sont de la cage thoracique. Et tous ces lobes ont besoin d'être déclenchés. Tous les lobes ont besoin d'être déclenchés dès le départ. Donc, dans la première heure, les mères qui ont compris le truc, elles vont être, et c'est comme ça que c'est appris en Inde et d'autres pays, parce que chaque femme a des consultations, soit c'est une réunion, soit c'est une consultation individuelle avec une IBCLC dans les hôpitaux, et tous les hôpitaux qui sont collés aux normes OMS, il y a une consultante en lactation dans l'hôpital. Et il n'y a pas plus de pertes que 4% de poids de naissance dans ces hôpitaux-là. En France, c'est 10%. Et en France, on dit, oh, c'est pas grave s'ils ne reprennent pas pendant 15 jours. Non, dans d'autres pays, on reprend au bout de 7 jours. Et en plus, c'est une moyenne de 30 grammes par jour. Mais parce que les femmes connaissent cette technique. Donc, plaquer, elles n'ont pas tous au coup un tire-lait non plus. Parce que, il faut les acheter dans ces pays-là et ça coûte très cher. Bref, plaquer contre le cage thoracique, serrer et avancer le lait ou le colostrum. Et pendant combien de temps une session d'allaitement dure? Une tétée? Une tétée. Ah, alors ça serait une question, si je dis, oh, chaque tétée doit durer 15 à 20 minutes ou 20 à 40 minutes, ça serait dicter une norme pour tout le monde. C'est pas comme ça dépend de la mobilité du bébé. Donc, s'il n'est pas très mobile, il va téter un coup, pas très longtemps, et puis il va s'endormir d'épuisement. Voilà. Donc, nous, l'idée, c'est de regarder les bébés. Vous observez les bébés. Et l'idée, c'est de regarder s'il a une prise de sein profonde, qui enveloppe tout le sein, ou s'il tète juste le bout. S'il tète, je suis là. S'il tète juste le bout du sein, il ne va pas recevoir beaucoup de lait. Il faut déclencher tous les lobes qui sont proches de la cage thoracique. Et si la prise de sang, attendez, donc on met le bébé au sein comme ça, donc un peu juste au-dessus de lèvres, de lèvre supérieure, donc le nez à peu près. Et quand il sent le mamelon sur la lèvre, normalement, il met sa tête en arrière, voilà, et la mâchoire ouvre. Ça, c'est une bonne mâchoire. Alors, si on laisse traîner autour en disant, vas-y, avance ta tête, il ne peut pas. Et donc, nous, on amène bébé au sein, comme ça. Alors, s'il est mobile, il a une prise de sein profonde là? Oui. S'il est mobile, il va pouvoir saisir le sein. Il faut viser le palais. Là, le palais, il ne faut pas viser ici. Ça fait très mal. Il faut viser ici. Donc, il prend une bonne bouchée de sang. Et si la langue et la mâchoire sont mobiles, il va pouvoir travailler le sang avec la langue et la mâchoire et sortir tout le lait en profondeur. Donc, nous, on observe le bébé et on voit les déglutitions par en dessous. Si on était en consultation, je vous aurais montré les vidéos démonstrations. Et on regarde ça. Et quand ça commence à ralentir, si on veut vraiment déclencher correctement, il faut que je pose le crâne. Si on veut vraiment le déclencher correctement, on finit la tétée en pressant le lait, en venant de toutes les lobes proches de cage thoracique, et on presse.
et on fait continuer des déglutitions. Ah, là, maintenant, il commence à avoir des bonnes doses de colostrum. Et si on fait ça quand il dort, on le fait manuellement. Gardez si vous pouvez et redonnez avec une pipette ou seringue sans aiguille. Ou si vous ne pouvez pas le garder, c'est pas grave, vous le ramassez avec un chiffon parce que plus vous le sortez, plus vous aurez du colostrum qui écoule facilement. La question, c'est un écoulement facile. Donc, quand le bébé enfin il se réveille, imaginons qu'il va partir dormir 1 heure, il dit « Ok, là, j'ai le rage de faim », on colle au sein et parce qu'on avait fait écouler, bah, c'est facile pour lui, même s'il n'est pas très mobile de la langue et la mâchoire. L'important, c'est que le mamelon n'arrive pas ici avec une prise de sein comme ça. Il ne faut pas téter comme ça. Il faut qu'il tète vraiment comme ça. Alors, le problème, c'est que quand il y a des problèmes de mobilité langue et mâchoire, c'est connecté directement au cervical. La langue et la mâchoire sont connectés directement au cervical. Et cervical touche au système nerveux. Et le système nerveux, c'est le domaine de chiropraxie pédiatrique. Donc, si vous avez un problème, si par exemple le bébé, il sort sa langue avec la mâchoire moitié ouverte ou partiellement ouverte, mais quand il ouvre la mâchoire, la langue rétracte, problème. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est tension dans les cervicales, tension dans le bassin, peut-être tension ici? On ne sait pas, mais la langue rétracte, problème, parce que la langue doit tout ressortir. Voilà. Donc, c'est ces bébés-là que je vois en consultation. Tous les bébés que je vois, ils ont tous un problème de tété mobile. Et quels sont tes conseils d'habitude? Parce que je sais que ton approche, Charlotte, elle est bienveillante. J'espère. Ça, c'est pas bienveillante. Donc, quels sont tes conseils d'habitude quand tu remarques ces tensions, disons? Oh, bah alors, il existe, pour assouplir les muscles, il existe plein de petits massages que les parents peuvent faire. Alors, tout est dans les mains. Tout est dans les mains. Si les femmes savaient à quel point on a de la pouvoir dans nos mains, voilà. On peut sortir le colostrum, on peut sortir le lait, on peut empêcher un canal obstrué, résoudre un canal obstrué, empêcher un engorgement, drainer un engorgement, drainer une mastite. On peut tout faire avec les mains, à condition que c'est la bonne technique et ce n'est pas tirer le sang en avant. C'est plaquer, compresser, voilà, rouler en avant. Alors, les conseils pour les bébés, s'il y a des tensions, et moi je le vois parce que si vous voyez un bébé qui arrive, il est poker raide comme ça dans les bras de sa mère, je dis, c'est juste pour cette seconde-là qu'il est comme ça, ou il est souvent comme ça, je me demande. Voilà, j'observe déjà. Et quand je vois le bébé qui est dans les bras de sa mère, mais comme ça, la tête en hyper extension, je dis, ok, on va voir, ok. Et puis, je le vois se mettre au sein. Donc, on fait le truc où, voilà, ok, on va le mettre au sein. Il lève la tête. Ok, vas-y, allez-y. Et elle met au sein. Mais lui, tout de suite, il baisse sa tête. Quand il baisse sa tête comme ça pour téter, ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser sa langue comme ça. Il doit baisser sa tête. Donc, qui peut téter, qui peut manger? Imaginons si tout le monde devait manger avec le menton dans le cou. C'est pas très facile. Donc, j'enseigne des petites techniques d'assouplissement des muscles de dessous de la langue, de l'intérieur de la bouche, de l'extérieur du visage. J'ai des vidéos démonstrations, c'est que je partage avec mes clientes. Et donc, la maman avec ses mains, main de papa aussi, peut faire beaucoup en assouplissant tous ces muscles impliqués dans l'alimentation. Donc, ce que je comprends, c'est que tu diagnostiques pas tout de suite un frein de langue. Donc, Non, en fait, légalement, nous, les consultantes, ne doivent pas faire un diagnostic ni donner un avis médical. Alors, ce que nous faisons, c'est partager nos observations. Donc, moi, quand je tape un compte rendu, c'est partage d'observations. Je récolte tous ceux dont la mère remarque qu'il ne va pas avec son allaitement, crevasse, sein dur, les seins qui fuient, tout ça. Et je note tous ceux qu'elle remarque qui ne va pas avec les bébés, les gaz, les coliques, les bébés qui s'étouffent au sein, qui s'étranglent, qui peut pas dormir sur le dos, qui commence à du mal à respirer dès qu'il est sur le dos, qui pleure en portage dès qu'il est en position physiologique, les genoux remontés, il pleure. Et puis je note aussi tête en hypertension. Les symptômes. Les signes, des indices, oui. Je note tout ça. Et j'explique à la mère ce que ça veut dire. Parfois, il peut avoir un truc, ici, une membrane en dessous, ici, autour du cerveau, en fait. C'est une membrane, une sorte de membrane. Pas vraiment une membrane, une sorte de membrane. Ça s'appelle la diurmère.
au paquet ménage. Et donc, ça entoure le cerveau. Et puis, à la fin, ici, derrière, il finit en sorte de ficelle qui descend dans la colonne vertébrale, donc encore le domaine de système nerveux, jusqu'au coccyx. Et quand vous voyez un bébé qui est constamment surprise, avec des lignes très importantes là, qui est constamment comme ça, vous savez que, attention là à l'intérieur. Et quand on met le bébé en position physio, c'est encore plus fort, ou alors il met la tête en arrière, c'est ok, tout ça, chiropracteur, pédiatrique, chiropracteur pédiatrique. Parce que tout ça, c'est, voilà, colonne vertébrale, cervicale, système nerveux. Donc ça, je note, je ne diagnostique pas, je note. Voilà, je note, j'observe, je partage mes observations. Pour les freins, oui, je peux faire une évaluation, mais c'est une évaluation. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent. Enfin, parce que le sujet des freins, ça existe dans le programme de IBCLC, mais les évaluations détaillées ne sont pas forcément enseignées dans la formation. Donc, l'évaluation consiste à évaluer la mobilité de la langue et de la mâchoire. Et enfin, l'aspect. Parce qu'on peut avoir un frein qui est très visible, qui est très en avant, donc un antérieur ou un postérieur. Quand c'est un postérieur, on ne sait pas. Est-ce que c'est à cause des cervicales il y a des restrictions dans les cervicales qui créent cette postérieure? Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle c'est juste que lui, il était dans une position vie intra-utérine comme ça et donc il est obligé de fonctionner comme ça avec le cou dans le cou? Ou est-ce que c'est vraiment le frein qui est responsable? Bon, donc on prend en compte après les fonctions l'aspect. Voilà. Fonction d'abord, ensuite l'aspect. Et puis, si je constate un frein antérieur, je note, voilà, je partage mes observations, mais je note aussi, avec la stimulation de la lèvre inférieure comme ça, on voit la mâchoire qui doit ouvrir pour suivre la stimulation. Donc, je note le comportement de la langue lorsqu'on fait ça. Et je note le comportement lorsqu'on retrousse la lèvre supérieure. Est-ce que la mâchoire ouvre et la langue essaie de sortir ou pas? Il y a plein de trucs que les parents peuvent faire après, ça se développe aussi. Et puis, et le palais, je note l'état du palais. Parfois, parce que tout ça, ça s'écrase dans la voie de passage quand on est né, tout ça s'écrase un peu. Et comme il y a 4 plaques dans le palais, souvent, on peut sentir un palais qui fait ça, ou qui se chevauche, où il y a une petite bosse osseuse. Donc, je note. Voilà, je note tout ça. Alors, je partage tout ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Merci pour le partage, Charlotte. Du coup, je veux juste rappeler tout le monde que pour le live, il y a encore entre 15 et 20 minutes pour la fin du live. Donc, on peut recevoir n'importe quelle question concernant l'allaitement. Charlotte va répondre à toutes vos questions. On a reçu une question concernant les avantages de lactation après les 2 ans de l'enfant. Donc, on reçoit toujours des questions à propos de l'allaitement à 18 mois, à 20 mois, 22 mois, 24 mois, comme quand doit-on sévrer, est-ce qu'on doit sévrer après les 2 ans? Donc, pour commencer toute cette discussion, Charlotte, quels sont les avantages de l'allaitement après les 2 ans? Ok, déjà, on va on va récupérer ça. Donc, il n'y a pas d'avantage d'allaitement parce que c'est la norme biologique. C'est comme si je dis, que sont les avantages de respirer? Ok, et de boire. De l'eau, c'est la base de la vie. Si tu ne bois pas, tu vas avoir des problèmes. Si tu ne respires pas, tu risques des problèmes. Voilà. Donc, en fait, quand on n'allaite pas, ça, c'est là où on encourt les risques. Ça, c'est la réalité de la situation. Donc, il faut arrêter de dire que l'allaitement a beaucoup d'avantages. Non, il n'y a pas d'avantage, c'est la norme. Voilà, c'est la norme. C'est un besoin. Oui, c'est comme mais c'est un truc de marketing aussi. Si je vous dis, je veux le meilleur, absolument le meilleur. Mais non, qui veut absolument le meilleur? Moi, je ne vais pas acheter Chanel et Dior parce que je veux le meilleur. Je vais acheter ce qui est dans mon budget, ce qui est assez bien pour moi. Tout le monde fait ce qui est assez bien pour eux. Donc, si on continue à dire, oh, l'allaitement, c'est le meilleur, c'est le summum, c'est un truc de ciel, on est une sainte si on allaite. Non, mais arrête, c'est le truc le plus normal.
Voilà, arrêtez avec ne courez pas avec ces outils de marketing qui essaient de nous faire croire qu'on est en train de tout sacrifier pour allaiter. Il est vrai que l'allaitement demande une période d'apprentissage. Là, je suis 100% d'accord. Et le fait qu'on passe 9 mois à se préparer pour l'accouchement qui va durer 24 heures, enfin, on va dire jusqu'à 24 heures, mais on passe quelques heures sur l'allaitement qui va durer, bon, si on suit les recommandations de l'OMS, le Torah et le Coran, ça va être au moins 2 ans. Commençons avec 6 mois d'allaitement exclusif. Voilà. Et on passe 2 heures à se préparer à ça. Pour travailler, pour être employé dans une entreprise, on fait 4 ans des études, 3 ou 4 ans des études, ou 5 ans si vous voulez un master. Et pour l'allaitement qui est censé vraiment être les fondements de la base de santé de tous les êtres humains, on passe 2 heures. OK, bon, on a un problème là. Donc oui, il y a un problème de perception. Donc, OK, le lait maternel va apporter j'avais lu, il faut que je me souvienne, des chiffres, je crois que c'est 97% des besoins nutritifs jusqu'à 3 ans. Voilà. Nutritifs, micronutritifs et 100% des besoins immunité, évidemment. Mais sans ce qui est exclu, à partir de 6 mois, d'allaitement, les bébés auront besoin de fer et zinc en plus. Ce sont les 2 trucs. Donc, à partir de 6 mois, les bébés n'ont pas besoin de purée de fruits et légumes. Ça, c'est encore un truc de marketing. Enfin, imaginons que vous vivez dans une hutte au Tibet. On va vous dire, va acheter des purées de fruits et légumes ou fais des purées de fruits et légumes pour ton bébé. Enfin, ils les prendront pour les folles. On ne fait pas des purées de fruits et légumes pour les bébés. D'abord parce que ça encourage les bébés à boire ces aliments. D'autre part, parce que le taux de fibres et eau sont trop élevés. Ça empêche le fer de se fixer. Calories, ben, c'est un aliment pour faire régime, c'est clair. Et ça ne répond pas aux besoins des bébés. C'est fer et zinc, les besoins des bébés. Et si votre bébé est un peu maigrichon, bah, rajoutez des féculents. Il existe fruits et légumes qu'on peut donner en petits morceaux, écraser une banane, avocado, super bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des fruits et légumes. Je dis qu'il faut donner priorité au fer et zinc. Voilà, ça c'est ce que les études de l'OMS ont découvert. Alors, je vais vous montrer là. Voilà, ça c'est la taille des estomacs à partir de 3 jours, à partir de 7 jours et à partir de 10 jours à peu près. Donc, si vous voulez respecter la taille de l'estomac d'un enfant allaité, vous n'allez pas mesurer des grosses quantités 3 ou 4 fois par jour et attendre ce qu'il ingère des aliments de régime. Ce qu'on veut, c'est qu'il puisse ingérer des aliments qui répondent à ses besoins, donc fer et zinc en priorité, en premier. Voilà. Et ensuite, on rajoute ce qui est amusant, manger une florette de brocoli, une lamelle d'avocado, peut-être chasser un petit pois parce que ça travaille la dextérité, enfin, tous les trucs que vous voulez. Alors, la question de quels aliments sont les plus forts en fer et en zinc, c'est une autre question que je ne vais pas aborder ici. Voilà, parce que tout le monde dit « Ah, je suis végétarienne. Okay, » c'est un autre sujet, on abordera ça une autre fois. Voilà. Donc, oui, donc le lait maternel va assurer 97% des besoins nutritifs jusqu'à peu près 3 ans. Ça c'est à peu près, hein, je ne suis pas sûre si c'est exact. Voilà. Donc, oui. Et autrefois, les allaitements exclusifs existaient jusqu'à 3 ans. Les femmes ajoutaient peut-être une bouillie de viande parce que tout le monde savait que le fer était on obtenait du fer en bouillant les os et la viande et tout ça. Donc, l'enfant recevait des bouillies de viande, peut-être des petits morceaux de viande, je suppose. Mais fruits et légumes étaient réservés pour 3 ans. Parce qu'il y a plein d'autres bactéries qui arrivent avec des fruits et légumes. Voilà, il y a Dr. Carlos Gonzalez, qui est auteur d'un super livre qui s'appelle Mon enfant ne mange pas. Le titre n'est pas très adapté, mais le livre, il est génial. Mon enfant ne mange pas. Et quand Carlos Gonzalez est venu ici présenter, il avait dit « Mais arrêtez avec cette histoire de purée de fruits et légumes !» Il dit « C'est de l'eau verte !» Il est espagnol, il a un super fort accent. Intéressant. Du coup, Charlotte, si on veut commencer le sevrage, donc si on a décidé de sevrer à n'importe quelle période qui est la meilleure pour nous, comment réussir son sevrage? Quelles étapes respecter pour que bébé et maman y arrivent? Ça, c'est une question qu'on a reçue juste maintenant. OK. Ben, il faut décortiquer un petit peu la question. Alors, sevrage, de définition de sevrage, c'est mûr pour se passer de quelque chose. Mûr pour passer à autre chose. Donc, une pomme qui est mûre,
il va tomber tout seul de l'arbre. Pas besoin de récolter. Quand il est assez lourd, il va tomber, plus besoin d'arbre. Et il va fertiliser la terre s'il n'est pas ramassé et passé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il existe des minimum recommandations de la Torah, le Coran et l'OMS, c'est cette histoire de 2 ans minimum. Par contre, à partir de 6 mois, avec la diversification alimentaire, ça, c'est le début du sevrage. Parce que le bébé n'est plus allaité exclusivement. Donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à allaiter selon nos besoins de la maman. Et on peut dire, bah, je n'ai pas envie de faire téter aussi fréquemment qu'avant. J'aimerais bien que mon enfant mange un peu plus. Donc, il existe DME, donc diversification menée par l'enfant, où l'enfant mange ce qu'il sélectionne, qui est très bien, à condition qu'on propose des aliments sains, donc pas de Nutella, s'il vous plaît, pas de Coca-Cola et McDonald's, okay, des trucs sains. Et l'enfant pêche ce dont il a besoin. Et le truc, c'est que si vous êtes comme moi et vous vouliez espacer les tétés un peu parce que vous avez ras-le-bol de faire téter aussi fréquemment, vous coupez en tout petit morceau de taille d'une tête d'allumette les portions de on va dire, fer et zinc ou protéines. Nous, c'était beaucoup de volaille. Pommes de terre, beurre, peut-être quelques légumineuses ou brocolis ou autre chose. Vous coupez en toutes petites, pas le brocoli, ils aiment bien lécher et manger les florettes. Bon, en petits morceaux. Et moi, ce que je faisais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est pas vraiment DME, hein, mais parce que l'enfant, il s'occupe de la table, il s'intéresse à son assiette à peu près 5 minutes. Et quand vous voulez qu'il reçoive des calories supplémentaires de son assiette, 5 minutes ne va pas le faire. Et en plus, il s'amuse à jeter l'assiette et met tout par terre. Donc moi, ce que je faisais, je suis peut-être mauvaise mère, mais je voulais espacer les tétés. Je prenais des pincettes de poulet ou canard ou ce qu'on avait. Et pendant que mon enfant regardait tout ce qui se passait à table, moi, je mettais des pincettes dans sa bouche, sur sa bouche. Et lui, une fois que c'était sur sa bouche, il faisait... Il aimait, il mastiquait, pendant qu'il s'occupait de tout ce qui se passait à table. Et il avalait, et je remplissais son petit ventre. Et comme ça, je pouvais espacer les tétés. Voilà. Donc, si une mère veut sevrer parce qu'elle doit reprendre le travail et elle pense qu'elle est obligée de sevrer avant l'âge de 6 mois, commencer le sevrage avant l'âge de 6 mois, parce que, comme j'ai dit, c'est la façon normale de sevrer, seulement à partir de 6 mois. Si on fait naturellement, ça va prendre des années. Et bon, il faut savoir aussi, excusez-moi, ça c'est une petite parenthèse, il faut savoir, tout le monde devrait savoir ça. On a le droit de tirer notre lait au travail, c'est notre choix, ce n'est pas le choix de l'employeur, c'est notre choix. On a juste à informer l'employeur qu'on va profiter de la loi, l'acte de travail X, qu'on va profiter de notre droit de heures d'allaitement, qu'on souhaite diviser en 2 parties. Où est l'infirmerie? Où est le lieu dédié à ça? Donc, c'est nous qui décidons. Donc, si vous faites ça, vous avez droit de votre heure d'allaitement jusqu'à 12 mois. Pourquoi jusqu'à 12 mois? Parce qu'à partir de 12 mois de lactation, vos seins qui ont lacté de 12 mois, il suffit de 1 ou 2 tétées par 24 heures pour entretenir la lactation. Donc, si vous ne voulez pas allaiter plus souvent que 1 ou 2 fois par 24 heures, à partir de 12 mois, c'est possible. J'ai connu une mère qui allaitait 1 fois par jour, à partir de l'âge d'1 an, de 12 mois, et c'était bien pour elle et son enfant. Très bien. Les autres mamans que je connais, elles préfèrent utiliser l'allaitement pour endormir l'enfant quand tu veux, pour qu'il se réveille de sa sieste sans être maussade, parce que les enfants qui se réveillent de sieste, ils sont toujours maussades. Bon, en général, maussade. Fais un tété au réveil de sieste pour l'endormir le soir parce que tu veux la paix. Voilà. Et donc, j'ai connu peu de mamans qui voulaient vraiment les diminuer 1 ou 2 fois. Mais c'est possible. Voilà, c'est possible. Et à partir de 2 ans, 2 ou 3 fois par semaine, c'est le minimum nécessaire pour entretenir la lactation. À partir de 3 ans, c'est quelques fois par mois. À partir de 4 ans, encore moins souvent. Bon, c'est le minimum. Si la mère pense qu'elle doit sevrer pour le travail, ok, bon, maintenant vous savez comment faire. Le problème dans les questions de sevrage, le problème qui se pose n'est pas vraiment le sevrage, c'est le biberon. Ça, c'est les questions qui se posent. Parce que si on commence un sevrage, un vrai sevrage, on augmente le nombre de calories des aliments de table, donc toujours priorité fer et zinc, pour que l'enfant, il est tellement repu que il tète beaucoup moins. Et voilà, ça marche comme ça. Et puis, il devient trop occupé, il n'a pas le temps pour téter, et ainsi de suite. Commencer à 4 mois, commencer son travail quand ton bébé a 4 mois,
ça, c'est un problème. Parce que des bébés, souvent, ils ne veulent pas les biberons. Et je les comprends. Alors, nous, dans l'Occident, parce que ça ressemble à un mamelon. Le tétine artificiel ressemble à un mamelon. Donc, si moi, bébé, je dis, ben, maman égale sang, papa égale droit ou autre chose, ou rien du tout. Ça va, je comprends ça. On essaie de me mettre une tétine en silicone dans ma bouche qui ressemble à peu près à maman, mais qui n'est pas du tout pareil parce que c'est rigide et je ne peux pas l'étirer jusqu'à l'arrière de ma bouche. C'est l'une des raisons pour lesquelles on déconseille biberon et sucette ou tétine dans la mise en route de ou même à tout moment de l'allaitement parce que ça modifie les techniques de succion pour les seins. Bon, le silicone ne va jamais arriver jusqu'à l'arrière de la mâchoire comme le mamelon, ok? Donc moi, maman, bébé, je me dis, c'est un truc qui fait semblant d'être maman, mais ce n'est pas, j'aime pas ça. Donc je ne veux pas utiliser une biberon. Il existe la tasse. Dans tous ces autres pays avec qui je travaille, enfin les professionnels qui travaillent dans d'autres pays comme l'Inde et Népal et Sri Lanka et tout ça, ils disent, mais madame, pourquoi vous utilisez un dalle dans votre pays? Une dalle, vous savez, la petite sonde. Ça, c'est une autre technique de donner, alimenter un bébé sans avoir recours au biberon. Quand le bébé ne veut pas de biberon ou la maman ne veut pas prendre risque de donner des biberons. Donc, là, on a la petite sonde qu'on appelle dalle. Dalle veut dire dispositif d'aide à la lactation. Donc, la petite, ça, c'est la valve. Enfin, c'est une sorte de, c'est un embout. Voilà, un embout. Et là, c'est la petite sonde. Soit on trempe dans un récipient. Il y a un trou pour ça. Voilà, on met dans le trou. Ça, il trempe dans le récipient. Je garde le récipient dans la main. Et mon bébé, il tète le doigt. Je mets un petit bout de scotch ici à l'arrière du doigt. Et mon bébé, il tète il ne faut pas qu'il dépasse. Voilà. Et il tète je ne sais pas si vous voyez ou pas. Non, parce qu'il vole, il s'en va. Voilà, je le colle. Là, il a été enroulé, c'est pour ça qu'il monte. Mais est-ce que c'est efficace, Charlotte? Alors, faire têter le doigt, non seulement c'est efficace, à condition qu'on n'enfonce pas le doigt, c'est toute une technique pour proposer le dalle au doigt. Moi, je commence toujours avec une seringue au lieu du flacon parce que la plupart des bébés, quand ils connaissent le doigt, ils têtent le doigt, et c'est l'index à propos, pas les petits doigts. Index ou majeur, quelque chose de gros, le bébé doit ouvrir sa bouche. Pour commencer, les premières fois, un seringue beaucoup plus gros que ça. Ça, c'est juste pour qu'il rentre dans le flacon. Je fais aspirer le lait dans la seringue. On branche le seringue là. Voilà. Et le papa ou la personne qui donne, donc il met entre ces doigts-là, il colle ça au doigt et l'injecte tout doucement. Pour régler les quantités, du coup. Voilà, c'est surtout les vitesses parce qu'il faut observer le bébé. Donc, vous proposez sur les lèvres inférieures, est-ce que tu es d'accord pour têter le doigt? Tu veux têter le doigt? Et on attend que lui, il aspire. Il dit oui, ok, je tête le doigt. Et puis, surtout, on n'enfonce pas. Donc, lui, il fait... Et je commence à injecter tout doucement, tout doucement. Et pour un bébé qui fait... C'est quoi ça, la sonde sur le doigt? Quand il sent des gouttes qui commencent à arriver avec le seringue, alors là, il s'accroche pour du bon. Et commence à têter correctement. Donc, non seulement c'est efficace, il faut toujours jouer avec l'axe de la tête donc du bébé parce qu'on va sentir l'effet ventouse sous la langue qui va changer selon l'axe de la tête. Et le but, c'est d'avoir un effet ventouse par la langue sous le doigt, comme pour le sein. Voilà, donc et le bébé doit être pas tout à fait à la verticale, mais pas, en tout cas pas sur le dos, comme ça. Bref. Donc ça, non seulement c'est efficace, mais aussi c'est un outil d'éducation, le doigt, pour le sein. Pour un bébé qui a eu trop de biberons ou qui... Moi, j'ai connu des mamans qui ont donné un biberon, les bébés ont eu le sein. Donc, c'est une interface ou un intermédiaire entre un refus de sein et le retour au sein pour essayer de supprimer les biberons. Voilà. Parce qu'il faut nourrir le bébé. On ne peut pas dire, ah non, tu refuses le sein, donc je supprime les biberons. Tu ne mangeras pas jusqu'à ce que tu acceptes le sein. Non, le bébé doit manger. Il ne faut pas qu'il soit privé de... Il faut qu'il mange. Donc, exactement. La tasse, dans tous ces autres pays, ils n'utilisent pas de dalle. Elles n'utilisent pas de dalle. Elles trouvent ça la folie. Et c'est vrai, ce n'est pas très écologique. Et elles disent, pourquoi vous n'utilisez pas la gobelet, la tasse, comme nous, dans notre pays? Et je dis, j'ai des Parisiennes qui a le temps. On ne prend pas le temps de donner la tasse. Mais en fait, la tasse, le gobelet, tasse, peuvent être... Un bébé peut boire à la tasse, gobelet,
seringue sans aiguille, pipette, dalle, cuillère. Il y a plein de méthodes dès la naissance. Imaginons que ça, c'est un gobelet. Voilà. Donc, je ne fais pas ça, évidemment. Bébé, toujours à la verticale. Comme quand on donne un biberon à la verticale. On propose sur les lèvres inférieures. Quand il commence à laper, OK, on incline jusqu'à le lait commence à toucher sa lèvre et lui, il va laper. J'ai une vidéo que j'ai mise en ligne sur YouTube qui a été censurisée. Comment tu dis? Qui a été supprimée, en tout cas, par YouTube, qui s'appelle Allaitement et travail. Voilà. Et on voit une maman qui allait. Et donc, ça n'a pas survécu YouTube. Voilà. Donc, je l'ai mis sur ma chaîne vidéo maintenant. Allaitement et travail, on voit le petit bébé qui boit aux tasses et le papa qui donne à la tasse dans l'absence de la mère. Donc, ça c'est tout à fait possible. Le problème, c'est notre perception en France des directrices de crèche, surtout si c'est une crèche d'État, ont tendance à dire « Ah non, le bébé doit boire un biberon, sinon il ne peut pas venir en crèche. » De quel droit? Enfin, imposer un ustensile de boire, de quel droit? Mais bon, elles le font. Donc, les mamans, il faut absolument qu'ils boivent au biberon. Mais il y a tous les autres ustensiles. Charlotte, avant la conclusion ou avant de clôturer le live, petite question avant de clôturer. Parce que maintenant, on est en train de vivre des moments de chaleur durant l'été. Oui. Donc, est-ce qu'on peut congeler, donc conserver le lait maternel et le congeler pour que mon bébé ou pour que son bébé s'amuse avec du lait maternel congelé? Donc, un petit... Alors, je comprends la question. Alors, c'est un peu un piège parce que, OK, on peut tirer notre lait, le congeler. Absolument. Ça, ça encore, il y a conflit dans les temps de conservation. Donc, international, c'est jusqu'à 8 jours au frigo. La journée à l'air ambiante, jusqu'à 8 jours au frigo et à peu près. Hein, et jusqu'à 2 ans au congélateur. On peut. Le truc, c'est que si vous avez tiré votre lait en hiver, il va être bien gras et épais, et vous donnez en période de canicule, il ne va pas être assez flotteuse. Donc, parce que le lait change selon la température. Donc, si, par exemple, vous travaillez en ambiance climatisée, et vous tirez votre lait dans une ambiance climatisée, et puis vous rentrez chez votre bébé et ben, c'est canicule, le lait que vous avez tiré n'est pas aussi flotteuse que le lait que vous allez donner en direct. Donc oui, la réponse est oui. C'est toujours mieux que de lait artificiel, évidemment. On peut. Mais comme la règle pour la reprise de travail, la règle n'est pas matin et soir, ça ne marche pas à 4 mois, ça marche à 12 mois, pas de problème. Mais 2 tétés par jour à 4 mois, la lactation ne va pas durer très longtemps comme ça. Donc, la règle pour la reprise de travail, si c'est avant 1 an, c'est téter à volonté une fois qu'on se retrouve. Et à peu près 2 tirages par jour dans une absence moyenne de 10 heures. Voilà, 2 tirages par jour, selon notre droit. Voilà. Et puis, si on fait téter bébé à volonté quand on rentre et il fait canicule, ben, le lait sera adapté, pas de problème, il va rattraper. Voilà. Très intéressant. J'ai une question ici. Quels outils sont utiles pour l'allaitement? Alors, si les seins fuient, vous avez un problème de prélèvement de lait. Donc, c'est utiliser les recueils lait si vous voulez. Mais moi, mon travail n'est pas de vous donner les recueils lait, c'est pour dire, mais pourquoi vous seins fuient? Voilà, pas normal, ça. Donc, il y a un problème de prélèvement de lait jusqu'au fond. Voilà. Un outil qui est vraiment très, très utile, c'est une sling, une écharpe de portage ou un porte-bébé. Et dans le cas d'allaitement, un manduka, particulièrement le manduka. Parce que le manduka enveloppe le bébé de manière, si vous portez à hauteur des tétés, ça fait... Attends, je vais le faire comme ça. Si vous le portez comme ça à hauteur des tétés, donc contre votre abdomen, donc ici et pas contre l'estomac, si vous le portez comme ça, il est à peu près à hauteur des tétés. Moi, je peux même faire incliner la tête un peu en arrière en lèvant le sein. Parce que si je baisse le sein, ben, la tête va baisser. Donc, l'idée, c'est qu'il a le menton bien dans le sein, donc je lève le sein. Et là, quand je le retrouve au travail, je mets dans mon écharpe mon sling ou mon manduka. Charlotte, on t'entend plus. Maman. Parfait. Et elle peut faire téter dans toute la soirée de cette manière-là, si elle veut. Et ils sont de plein de l'une et l'autre. L'un et l'autre. Parfait.
Avec ça, du coup, merci. Je te remercie, Charlotte, pour cette belle intervention. Et tu as Ok. reçu, t'as reçu beaucoup de commentaires disant merci pour cette belle et précieuse intervention. C'était vraiment très intéressant avec toutes ces démonstrations. C'était vraiment très intéressant d'aborder tous ces sujets concernant l'allaitement avec toi. Ben, on va refaire ça, c'est sûr. Et entre-temps, je veux juste sensibiliser notre audience à s'abonner à ton compte sur Instagram, à te suivre. C'est Charlotte Yonge. Et Charlotte est référencée sur Parency, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec Charlotte sur parency.fr. De rien, ils nous disent merci beaucoup, de rien. Et au prochain live à propos de la périnatalité. Merci beaucoup, Charlotte. Et Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Allez, ça sera tout. Et on postera ce live du coup sur notre compte et si tu veux sur ton compte aussi, Charlotte. Oui, je ne sais pas trop utiliser Instagram. Je suis vraiment pas très fort Instagram. Aucun souci. Allez, Bientôt. à bientôt et au Merci revoir. d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.